Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, que cette semaine démarre tranquillement pour vous. Déjà, j'aimerais faire un petit bonjour à toutes les personnes qui sont déjà connectées sur le live et donc dans le chat, messieurs 0x5642, Alouette75, Celtix86, Cyberioda, Goose alias Sylvain, Giligier, Joël Séguillon, salut, Laurent Chélus, salut, Nicoche, Stéphane Philippard, René alias Hugla, TM Square, enfin toujours les fidèles, et mention spéciale à Nida alias Nidouille77 qui est aussi là dans le chat qui d'ailleurs, je vais en profiter comme les dernières fois pour faire un petit shout-out à Nida. Elle nous a fait un super live hier sur Prox Menu, Prox Menu X d'ailleurs, je crois. C'est un outil que je ne connaissais pas, qui est vraiment très sympa. Et donc, allez vous abonner à la chaîne de Nida, qui fait des super lives et qui traite toujours de sujets assez techniques autour de beaucoup de la virtualisation, du réseau, de l'infrastructure. Voilà, Nida est une spécialiste sur le sujet. Et il y a quelques années, elle avait écrit un billet de blog, justement, en comparant les différentes solutions de virtualisation en termes de performance, etc. Et pour la petite histoire, ce qu'elle nous a raconté hier, c'est que ça a eu de l'effet puisque ce qu'elle avait remonté sur les performances par défaut, notamment dans Proxmox, a permis de changer le profil de CPU par défaut qui était QEMU64 à x86-64 V2 plus AES. Voilà. Donc comme quoi, ça a de l'impact et son blog est suivi et donc je ne peux que vous encourager à aller suivre Nida. Comme d'habitude, je mettrai le replay de ce live sur YouTube cet après-midi, un peu plus tard que d'habitude, mais ce sera cet après-midi. Je vous mettrai tous les liens dans la description que vous retrouverez ici. Et puis, pensez, si vous êtes de passage, donc soit sur Twitch, soit sur YouTube, allez vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir toujours une communauté qui grandit et je vous en remercie. Sachant que la dernière fois, il y a eu quand même pas mal de retours, puisque je vous avais demandé effectivement, les sujets que vous préfériez, ce que vous souhaiteriez voir, etc. Donc j'ai eu pas mal de retours, un ou deux commentaires où il y a des gens qui m'ont dit effectivement que la chaîne ne leur plaisait pas particulièrement, dont un qui m'a dit ok, que j'ai une gestuelle un peu trop exagérée et je prends le point parce que c'est pas tout à fait faux et que voilà, la personne n'est pas forcément chaîne qui s'est désabonnée, mais vous voyez, je prends tous ces commentaires comme étant des commentaires constructifs parce que ça permet aussi de s'améliorer et puis qu'on passe toutes et tous un bon moment ensemble. Et voilà. Donc je souhaitais remercier tout le monde d'avoir joué le jeu et de s'être prêté aux commentaires. N'hésitez pas toujours à remettre des commentaires, à me dropper des noms de sujets que vous souhaiteriez voir traités sur la chaîne parce que j'ai pas forcément toujours toutes les idées et donc ça peut nous apporter aussi s'il y a un sujet qui ressort plus que les autres et que je suis dans la capacité de le traiter, bah, je le ferai avec un énorme plaisir. Et donc salut Fabien alias Tregui qui vient d'arriver. Voilà. Pour le sujet du jour, il y en a certains qui ont deviné, en tout cas certaines, puisque Nida, dès que j'avais publié sur les réseaux sociaux, avait déjà deviné de qui il s'agissait. Mais je vais vous faire comme la dernière fois, le petit question pour un champion, pour essayer donc de deviner qui est la personne du jour dont je vais parler, puisque je vais encore parler, et une fois n'est pas coutume, d'une légende du code aujourd'hui. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Top! Je suis un programmeur né en 1970 dans le Kansas. Fasciné dès l'enfance par les ordinateurs personnels, je fais un passage éclair à l'université. À 20 ans, je suis embauché chez Softdisk où mes talents de programmeur se révèlent très rapidement. En 1991, je cofonde un studio qui va marquer l'histoire du jeu vidéo. Avec mon équipe, je révolutionne le genre du jeu vidéo et notamment on crée le genre du FPS avec des titres cultes comme Wolfenstein, Doom et Quake. Je suis John Carmack, évidemment. John Carmack, qui est un programmeur de légende, aujourd'hui, on peut le dire. Et donc, je souhaiterais revenir un petit peu sur sa vie, qui il est, ce qu'il a fait, puisque pour les anciens et les anciennes comme certains d'entre vous et moi notamment, c'est un personnage que l'on connaît beaucoup, puisque il a quand même, comme je disais, une empreinte assez indélébile sur le marché du jeu vidéo. Je pense qu'il y a, début des années 90, un avant et un après Wolfenstein et notamment Doom surtout, puisque ça a été vraiment l'essor de la 3D.
Et c'est vrai que Carmack, en lui-même est un personnage assez intéressant parce que en tant que programmeur, il a amené beaucoup de techniques, qui sont toujours utilisées aujourd'hui, ou en tout cas qui ont permis, d'améliorer les techniques du jeu vidéo. Et voilà, donc je souhaiterais, vous parler d'un peu tout ça, là, et donc on va commencer, tranquillement, par John Carmack. Donc c'est quelqu'un, c'est un Américain, donc qui est né dans le Kansas, à Shawnee Mission. Alors, me demandez pas, vraiment où c'est, j'ai regardé sur une carte, c'est vraiment le Kansas, profond, si j'ose dire. Et donc, il est né là-bas et il s'est révélé très très tôt être un élève plutôt passionné par les sciences et les mathématiques, mais aussi très fortement inspiré par l'informatique et le jeu vidéo très très tôt, puisque fin des années 70, il a à peu près, c'était en 77-78, il a dans les 8 ans, puisqu'il est né en 1970. Il s'est passionné très très tôt par les jeux vidéo, notamment les bornes d'arcade qui commencent à faire leur essor. Donc je rappelle que, le jeu vidéo est vraiment né au tout début des années 70, a eu un essor progressif, notamment avec l'arrivée des bornes d'arcade, notamment Pong par exemple, mais aussi d'autres, bornes assez célèbres, et il s'est vraiment passionné pour ça, et l'informatique naissante, arrivant, il s'est pris de passion pour ce domaine. En revanche, comme c'était une passion qui pouvait être coûteuse, rappelons qu'à l'époque les ordinateurs étaient, très coûteux et puis pas aussi répandus que le sont aujourd'hui, eh bien, il a essayé de s'orienter, dans cette voie, et il a commencé par un petit premier méfait, que j'ai trouvé, en regardant sa bio. C'est que, à l'aide d'un copain, il a essayé donc de braquer l'école de Shawnee Mission, donc l'école dans laquelle il y avait un Apple II qu'il voulait voler, justement pour pouvoir se l'approprier et pour pouvoir s'adonner à sa nouvelle passion de la programmation. Donc pour ça, il a essayé de rentrer par effraction à l'école avec son camarade et d'aller dérober, cet ordinateur qui lui faisait de l'œil depuis un petit moment. Et malheureusement, il n'avait pas anticipé qu'il y avait une alarme, notamment une alarme silencieuse, et il s'est fait cueillir par la police locale, et évidemment sermonné. Mais plus que ça, ils ont demandé à ses parents, qu'ils fassent un petit bilan psychologique pour savoir si le gamin était quand même complètement équilibré. Alors, je vais dire, fun fact, en fait, je pense que quand on connaît un peu plus le bonhomme, on se rend compte que quelque part, ce premier fait d'armes, si j'ose dire, est assez caractéristique, de sa personnalité. C'est quelqu'un qui se donne énormément de moyens pour pouvoir arriver, à assouvir sa passion, et de voir si effectivement, est-ce qu'il c'est pas quelqu'un qui a une sorte de déséquilibre, particulier. C'est possible, parce que pour, en arriver à ce genre d'extrémité, faut être quand même un petit peu fou. Je referme cette parenthèse. Donc, John Carmack fait ses études, enfin si j'ose dire ses études, c'est-à-dire il suit un cursus scolaire, l'équivalent chez nous donc de la primaire et du collège, sans aucun problème, et du lycée. Comme je le disais, il se passionne beaucoup pour les mathématiques, les sciences en général, et puis l'informatique. Et il fait un rapide passage éclair à l'université, où là il se rend compte que bah, finalement les études, c'est pas tellement fait pour lui, et qu'il a d'autres priorités. Il veut vraiment, vraiment s'adonner à sa passion, qui est le développement logiciel, et notamment le développement du jeu vidéo. Et c'est alors qu'arrivant donc fin des années 80, 89, début des années 90, eh bien, il a tout juste 20 ans et se fait embaucher par une entreprise qui s'appelle Softdisk. Softdisk, qu'est-ce que c'est? C'est une petite entreprise qui est un petit éditeur d'une publication qui est mensuelle. Et donc ça avait énormément le vent en poupe à ces époques-là, hein. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Éventuellement, il existait des BBS sur lesquels on pouvait se connecter à distance pour télécharger des softs. Mais la plupart d'échanges de logiciels ou d'achats de jeux se faisaient beaucoup par des fanzines ou des magazines qui délivraient des disquettes à l'époque. Et donc tous les mois, Softdisk sortait des jeux et un magazine qui permettait donc de s'adonner à la programmation et donc de récupérer quelque chose d'un petit peu vidéoludique. Et donc il se fait embaucher à 20 ans chez Softdisk comme programmeur de jeux vidéo. Et c'est là qu'il va rencontrer une partie de la fine équipe avec laquelle il va fonder son entreprise juste après.
Et donc, je peux supporter, je ne peux que parler d'ailleurs donc des cofondateurs historiques, donc avec lesquels on va revenir dessus tout à l'heure, hein. Donc, il va rencontrer là-bas notamment un certain John Romero. John Romero, qui va devenir un petit peu son binôme, avec lequel ça fit tout de suite très très vite. Parce que John Romero est quelqu'un donc qui est un développeur à la base aussi, très passionné par le domaine du jeu vidéo. Et il avait créé, fin des années 80, entre 87 et 90, des petits jeux vidéo qu'il revendait. Et donc, il s'était fait embaucher par Softdisk un petit peu avant John Carmack. Et donc, ils se rencontrent là-bas. Et très rapidement, ça fit entre les deux, puisqu'ils ont une vision assez claire du jeu vidéo, de ce qu'ils veulent faire, de comment faire les choses, et aussi de se challenger par rapport à ce qu'ils voient sortir sur les consoles, notamment, et je pense notamment au jeu de Nintendo, Mario par exemple, pour ne citer que lui. Et donc il va y avoir ce binôme qui va se former, qu'on va très longtemps appeler les deux John, John Romero et John Carmack. Alors John Romero, par la suite, va plus, entre guillemets, abandonner le code. Il va beaucoup travailler, surtout sur l'outillage, et laisser plus le code de moteur de jeux vidéo donc, à John Carmack. Et puis c'est quelqu'un qui, de plus loin dans sa carrière, peut-être qu'un jour je parlerai de lui, va plutôt s'orienter vers du game design plutôt que du développement. C'est moins un fou furieux de la technique, même si c'est quelqu'un, je pense, qui était extrêmement intéressé par la technique, mais pas aussi fou furieux que John Carmack. Donc, pour revenir à ça, comme je le disais, ils étaient énormément intéressés par comment fonctionnaient donc les jeux, notamment des consoles Nintendo. Je pense à Super Mario Bros. Qui était une référence. Et donc, chez Softdisk, ils sont quand même payés pour développer des jeux qui doivent sortir tous les 2 mois. Et donc, ils doivent alimenter sans cesse ce pipe. Et donc, ils développent chez Softdisk des premiers moteurs, des embryons de moteurs qui sont réutilisables, puisque très rapidement, ils se rendent compte que pour pouvoir produire à un rythme assez industriel, puisqu'on commençait à rentrer dans une industrie vidéoludique, et puis avec un rythme de publication qui était, entre guillemets, relativement intense, hein, puisque sortir un jeu tous les mois ou tous les 2 mois, c'est quand même relativement intense, eh ben, il fallait beaucoup s'outiller. Donc, ils ont commencé à travailler beaucoup sur du moteur réutilisable et sur aussi des outils pour pouvoir, par exemple, concevoir des niveaux. C'est à ce moment-là que très tôt, John Romero avait travaillé sur un de ses projets qui était un projet personnel qui était une sorte de petit personnage qui s'appelait Dangerous Dave. Et ils se sont dit, bah, on aimerait bien développer un moteur un peu à la Mario, un platformer, et donc, sauf que sur PC, à cette époque-là, rappelez-vous, c'était l'époque des 286, des 386, avoir des jeux fluides avec un scrolling fluide, c'était quasiment mission impossible, c'était extrêmement rare. Donc John Carmack, très rapidement, s'est mis à développer un moteur de platformer à la Mario Bros 3, et il est arrivé à un état des lieux où il avait quelque chose qui était très fluide, avec un scrolling fluide sur du matériel PC de l'époque qui n'était pas du matériel console, donc ça veut dire sans avoir d'un système de gestion de sprite hardware, sans avoir un système de gestion scrolling hardware, quelque chose qui était vraiment relativement fluide sur un PC. D'ailleurs, je vais vous montrer. Et donc ils ont fait un clone de Mario qu'ils ont sobrement intitulé Dangerous Dave in Copyright Infringement. Pourquoi? Parce que ils ont voulu le proposer à Nintendo en se disant, voilà, si on propose ça à Nintendo, il n'y a pas de débat, Nintendo va nous l'acheter, on va pouvoir faire des jeux, des platformers, etc. Et puis après, en route pour notre rêve, pour la gloire, etc. Donc, et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, voici Dangerous Dave in Copyright Infringement. Donc, remettez-vous dans le contexte de l'époque. La musique, c'est du bip parce que ça n'utilisait que le haut-parleur du PC. Mais là, vous voyez, vous avez un platformer qui était tout à fait inédit pour l'époque, qui permettait donc de jouer une sorte de clone de Mario. Évidemment, Nintendo a refusé de les prendre sous leur aile, et donc de publier un clone de Mario sur PC. Ce qui est dommage parce que je pense qu'il y avait très clairement un marché. Et ce qui est assez intéressant dans ce platformer, c'est qu'en plus, je vais aller un petit peu plus loin dans la vidéo, il y avait des outils intégrés. Et là, vous voyez l'éditeur de la plateforme qui était donc créé par John Romero, comme je disais tout à l'heure, qui était vraiment plutôt spécialiste outils.
donc qui permettait d'aller éditer son niveau en temps réel, comme on pourrait le faire pour une console, avec des tiles, avec un scrolling. Donc vous voyez, le scrolling était relativement faible pour des machines de l'époque. Et voilà, donc comment je dirais, ce moteur, c'est John Carmack donc, qui l'a développé et qui a commencé à pouvoir l'utiliser donc dans toute la série des Dangerous Dave, qui était très régulièrement publiée chez Softdisk, comme jeu qui était soit mensuel, soit bimensuel. Et très rapidement, ils ont développé tout un set d'outils et John Carmack a travaillé de plus en plus sur les moteurs de jeux vidéo pour avoir des niveaux de performance de plus en plus intéressants. Ils ont sorti la série des Commander Keen et rapidement, fin 90, début 91, John Carmack s'est intéressé à un concept qui était relativement alors innovant pour l'époque, mais pas qui n'était pas quelque chose qui n'existait pas avant, c'était la 3D. Il se disait, est-ce qu'on a la possibilité de créer un jeu en 3D ou en simili 3D pour nos machines, à l'époque qui n'étaient évidemment pas conçues pour le jeu vidéo, tout en essayant de garder des performances relativement bonnes. Et donc, en 91, il a commencé à travailler sur son premier moteur de raycasting. Donc le raycasting, je le rappelle, c'est ce qu'on appelle c'est de la fausse 3D, c'est de la 2,5D comme on dit, c'est-à-dire qu'on a une map qui est en 2D, avec un personnage donc, qui est placé sur cette map. Et en fonction de l'orientation du personnage, on va tirer des rayons, voilà, de façon très régulière, et voir si ces rayons vont intersecter des murs ou des objets. Et ensuite, si c'est le cas, si ça intersecte un mur, on va dessiner ce mur sur toute la hauteur de l'écran. Donc c'est pas de la vraie 3D, puisque ça ne permet pas de simuler je lève la tête ou je baisse la tête ou ce genre de choses, mais simplement simuler je me déplace dans le monde et de tourner la tête, d'avoir des rotations dans le monde. Mais ça permet déjà d'avoir un effet qui est assez intéressant, ce qui était quand même relativement inédit pour l'époque, et notamment pour avoir quelque chose qui soit relativement rapide et en temps réel. Et donc très rapidement, il est arrivé donc, à produire des premiers jeux avec ça, dont Catacomb 3D notamment, qui étaient un peu les prémices de ce qu'allait devenir Wolfenstein. Et donc il a continué à travailler sur ce moteur. Au début, c'était un moteur de raycasting sans texture. Et puis très rapidement, il a ajouté le système de texturing, donc qui permettait donc d'avoir quelque chose quand même de plus agréable à l'œil, de plutôt, comment je dirais, plus réaliste, si j'ose dire, même si on est très très loin du mode réaliste à l'époque. Et très rapidement, ils sont arrivés donc à créer Wolfenstein 3D, donc qui était un énorme succès. Je le rappelle, quand Wolfenstein 3D ça a été vraiment est sorti, c'était vraiment un game changer, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le marché. Et c'est quelque chose sur lequel ils ont eu, je crois me souvenir de la part d'Apogee, qui était l'éditeur. Ils l'ont fait éditer par Apogee, qui les ont suivis d'ailleurs très 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 longtemps. Et donc ils ont eu une avance de 100 000 $ sur le jeu pour pouvoir le faire, et ils sont très, très largement rentrés dans leurs frais, puisque le jeu a été un carton international, et ce qui leur a donné l'idée après à aux deux John Carmack et John Romero, mais aussi accompagné d'autres personnes du studio de Softdisk. Je pense notamment à Tom Hall, qui était un game designer qui était beaucoup plus âgé qu'eux aussi, mais un game designer qui était longtemps chez Softdisk, et Adrian Carmack, qui était un graphiste. Alors Adrian Carmack, qui n'a de rapport avec John Carmack que le nom, ils ne sont pas du tout de la même famille, ils ne sont pas frères, ils ne sont pas cousins, rien du tout. Ce sont juste des homonymes de noms de famille. Et donc, tous les quatre ont décidé donc, de créer un studio qui deviendra ID Software, ou plutôt devrais-je dire id Software, puisqu'il a toujours été dit que ça se dit id Software, et moi je dis toujours ID Software, vous me pardonnerez. Et donc, ils ont créé id Software, qui leur a permis de pouvoir prendre leur envol. Pour autant, ils avaient quand même des contrats avec leur précédent employeur. Et donc, ils se sont engagés en créant id Software de délivrer encore quelques jeux en parallèle de leur travail sur ce qu'ils faisaient, sur ce qu'ils allaient sortir chez id Software, et donc notamment la série des Wolfenstein, mais aussi ce qu'allait devenir Doom. Et Doom, qui est arrivé en 1993, a été véritablement une bombe atomique dans le domaine vidéoludique. Pourquoi ? Parce que John Carmack, de plus en plus, a commencé à travailler de plus en plus fort sur la partie 3D, sur laquelle il s'intéressait énormément.
Et il a développé des outils, on va dire, de modélisation de monde, de comment se déplacer dans le monde, et des outils qui permettent aussi, comment je dirais, de pouvoir rendre un monde 3D relativement complexe en temps réel. Et je pense notamment aux arbres BSP, donc le Binary Space Partition, donc qui permet de prendre par exemple toutes les surfaces du monde et de pouvoir les subdiviser. Tiens, on prend une surface et on voit si elle s'intersecte avec une autre. Et donc en fait, on va créer une sorte d'arbre binaire, si j'ose dire. Et cet arbre binaire va permettre de pouvoir représenter le monde sans avoir donc des surfaces qui se recouvrent les unes les autres, et de pouvoir le rendre sur tout ce monde de façon extrêmement rapide et efficace, puisqu'il suffit dans cet arbre de se promener dans cet arbre et de parcourir l'arbre d'avant en arrière, et on a de fait l'élimination des surfaces cachées quasiment gratuitement à l'aide de ce genre de structure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui n'était pas inédit à l'époque, hein, non plus, mais sur lequel il a énormément travaillé. Et il a travaillé donc sur le Binary Space Partition, et plus tard aussi sur Quake, sur le PVS, le Potentially Visible Set, donc qui permet d'avoir une liste de polygones qui sont potentiellement visibles dans le monde qu'on essaye de rendre. Donc en fait, il a travaillé beaucoup sur des structures de données qu'il a eu en tête, qu'il a refactoré, qu'il a réécrit plusieurs fois jusqu'à avoir quelque chose qui soit relativement satisfaisant pour pouvoir rendre un monde en 3D. Donc Doom, c'était déjà, non pas un accomplissement en soi, mais plutôt le début des moteurs 3D un peu performants. Alors encore une fois, on n'est pas sur une sorte de vrai moteur 3D, puisque c'est une amélioration du système de recasting, mais qui allait beaucoup plus loin dans les structures de données qui sont utilisées justement pour pouvoir compiler ce monde et pour pouvoir rendre ce monde en temps réel avec des performances qui soient bonnes sur à peu près toutes les machines. Je rappelle que dans les années 90, vous pouviez avoir aussi bien un 386 qu'un 486, SX ou DX, donc des machines plus ou moins puissantes avec des fréquences d'horloge différentes. Donc il fallait pouvoir s'adapter, on va dire, à la puissance de la machine, et garder donc un gameplay qui soit pas déceptif pour les gens. Donc, et donc tous ces outils, évidemment, il fallait les alimenter donc, à l'aide de données. Donc les mondes étaient dessinés par donc, des game designers, qui était plutôt l'idée donc côté John Romero, et avec des outils aussi qui étaient designés par John Romero et son équipe. Et donc le monde après était récupéré et compilé dans un programme qui était compilé et qui fonctionnait sur des machines Next, puisque John Carmack très rapidement chez id Software s'est fendu d'un achat d'un serveur, d'une station de travail Next, qui permettait d'avoir accès à une puissance un peu plus poussée, je dirais, et une machine de type Unix beaucoup plus avancée que les PC de l'époque, et donc avec aussi des ressources plus importantes que les machines de l'époque pour pouvoir compiler justement ce monde et pour pouvoir générer les fameux fichiers WAD, les points WAD qui contenaient donc le monde compilé sous forme d'arbre BSP avec tous les assets nécessaires et pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, Doom a été un succès monumental. Ils en ont vendu des millions de copies, ça leur a apporté énormément d'argent. Et ça leur a permis ensuite d'enchaîner différents projets comme Quake. Quake sur lequel John Carmack s'est encore plongé complètement corps et âme sur l'écriture du moteur. C'est-à-dire il voulait passer d'un moteur en recasting à un vrai moteur en 3D. Et je rappelle que Quake est arrivé plutôt la seconde moitié des années 90. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on commençait à voir l'essor des jeux en 3D, mais Quake est arrivé vraiment comme étant un game changer, puisque ça permettait d'avoir un moteur 3D extrêmement performant, extrêmement rapide, qui pouvait donner lieu à un jeu extrêmement nerveux. Et ça, évidemment, comme le dit Joël dans le chat, Quake, c'était la claque absolue. Quand il est arrivé sur nos machines, on s'est dit, mais c'est un jeu de ouf, carrément. Mais parce que, pareil, il est allé beaucoup plus loin justement sur l'aspect des arbres BSP, c'est-à-dire avant il les générait, donc c'était des arbres BSP 2D pour faire du recasting. Là il est passé à la 3D avec toute la complexité que ça implique, avec des lumières, des effets de lumière qui sont précalculés, avec un certain nombre de choses qui permettaient donc d'avoir un jeu qui était relativement fluide, sans avoir des très grosses variations, quel que soit le niveau ou l'endroit du niveau où on était. Donc c'est quelque chose qui a demandé énormément de travail à John Carmack, et c'est là-dessus qu'il a commencé vraiment à plonger sur un ensemble d'outils, à vraiment
maîtriser tout ce qui était le rendu 3D, mais je parle de 3D, de la vraie 3D, de maîtriser des outils donc comme le calcul matriciel où il allait quand même beaucoup plus loin, etc. Et il a écrit, sans vous mentir, le système donc d'arbre BSP et de PVS, il l'a réécrit peut-être une dizaine de fois. Et c'est quelqu'un qui est habitué à travailler beaucoup, beaucoup dans la semaine. C'est quelqu'un qui travaille 60 à 70 heures dans la semaine, mais en mode un petit peu dans sa bulle. C'est-à-dire qu'il va se mettre devant son PC, il est capable d'enchaîner pendant des heures et des heures et des heures et des jours entiers des séances de code jusqu'à arriver au résultat qu'il souhaite. Il était assez connu à l'époque où il bossait chez id Software d'aller prendre son PC, d'aller s'enfermer pendant une semaine dans une chambre d'hôtel et de ne faire du code que pendant une semaine dans une chambre d'hôtel, rideau tiré, et de travailler sur de l'algo à fond les ballons pour pouvoir sortir justement le meilleur des jeux. Donc après Quake, évidemment, il y a eu Quake 2, Quake 3, et j'en arrive, puisque je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, à des outils qui sont aujourd'hui utilisés, mais pour lesquels il n'a pas été forcément l'inventeur. On parle notamment du calcul de la racine carrée inverse. Alors le calcul de la racine carrée inverse, c'est pour calculer 1 sur racine carrée de x, qui permet d'obtenir une valeur, en général qu'on applique avec une normale, qui permet donc de déduire l'éclairage d'une face en temps réel. C'est un calcul qui est extrêmement coûteux parce que ça inclut une division et ça inclut une racine carrée. C'est très coûteux, notamment sur des machines qui ne sont pas équipées de FPU, donc de coprocesseurs arithmétiques, ou même s'ils sont équipés de coprocesseurs arithmétiques, ça consomme énormément de cycles machine. Et donc la légende dit qu'il a développé, je vais essayer de vous le partager ici, je l'ai là, le fameux 1 sur racine carrée de x, que je vous présente à l'écran. Voilà, vous allez le voir ici. Voilà, cette fameuse fonction qui permet, par le biais de manipulation de bits sur des nombres flottants et de calculs entiers. D'ailleurs, j'en parle avec l'excellent Fabien Trégan qui est dans le chat ici. On en a parlé dans un talk sur la représentation des nombres en informatique il y a 2-3 ans de ça. Et donc, je parlais de ce sujet, et c'est un sujet qui est de pure analyse mathématique. Et en fait, la légende dit que c'est lui qui aurait inventé ça, ce qu'il a toujours démenti, et ce qui est relativement juste, puisque ce n'est pas lui qui a inventé cette technique. Cette technique a été inventée, déjà, elle a été codée chez id Software par Terje Mathiesen, qui était un développeur assembleur extrêmement talentueux, et donc qui avait implémenté en assembleur et en assembleur donc cette technique de calcul de 1 sur racine carrée de x. Mais en fait, le sujet, cette technique remonte à beaucoup plus longtemps que ça, puisque c'était une technique qui était utilisée chez Silicon Graphics, notamment pour les systèmes de calcul Silicon Graphics qui étaient très connus pour ces machines de rendu 3D et de conception 3D. Donc c'était déjà utilisé chez Silicon Graphics des années auparavant, déjà dès le début des années 90, pour leur système de rendu en temps réel. Mais ce n'est pas eux non plus qui avaient trouvé cette technique, puisque c'était quelqu'un qui avait cofondé MathWorks, donc qui est un logiciel de calcul mathématique. Donc c'était comment s'appelle-t-il? Je reprends mes notes. Je crois que j'ai noté ça quelque part, puisque je n'ai plus trop la mémoire. J'ai oublié, c'est pas grave. En tout cas, c'est le cofondateur de MathWorks qui a popularisé cette technique, qu'il a découverte au début des années 80. Donc, comme quoi, il y a des légendes qui durent, et pour autant, on n'a pas forcément, c'est pas forcément les personnes qu'on croit qui ont inventé ces techniques. En revanche, John Carmack a popularisé un certain nombre de techniques. Donc, il y a cette technique-là qui est utilisée donc, dans le moteur de Quake 3, mais il y a aussi d'autres techniques qui ont été utilisées beaucoup plus récemment. Alors, quand je dis récemment, c'était il y a 25 ans. Ou en tout cas il y a plus de 20 ans, dans le moteur de Quake 3, notamment c'était le fameux Carmack Reverse, justement pour générer en temps réel des ombres portées, donc de l'éclairage avec ombre portée directement sur les surfaces. Encore une fois, c'est pas lui qui avait inventé ces techniques, mais il a travaillé énormément sur ces techniques qui faisaient intervenir le stencil buffer dans le système de rendu 3D, etc. Je vous passe un peu les détails puisque c'est assez technique.
et qui a popularisé cette technique. Et après, pardon, c'était pas Quake 3, Doom 3, excusez-moi. Et après Doom 3, évidemment, on a eu énormément de jeux qui ont commencé à intégrer ce genre de technique puisqu'il l'a popularisé. Et évidemment, ça amenait, je dirais, une marche supplémentaire sur la qualité des jeux vidéo de l'époque. Donc, comme dit Nida, Doom 3, le mal aimé, jeu mal aimé, alors, mais jeu extrêmement intéressant d'un point de vue gameplay, d'une part, parce que je trouve que le jeu est vraiment extrêmement abouti en tant que tel, en termes de gameplay, d'histoire, mais notamment aussi en termes de code, puisque aussi une des marottes de John Carmack, c'est de libérer son code sous licence GPL, ce qui était quand même assez inédit. Il y a énormément de personnes qui demandaient à des studios de libérer le code de leurs anciens jeux. Et très peu de studios le faisaient. Et très très tôt, ce qu'a imaginé Carmack, et notamment aussi à l'aide de ses acolytes, c'était de dire « Ok, on va développer un jeu vidéo, on va exploiter le moteur d'un point de vue commercial, puisqu'ils exploitaient le moteur pour vendre leurs jeux vidéo, mais ils exploitaient le moteur aussi à vocation commerciale pour en vendre des licences à d'autres studios de jeux vidéo, donc qui construisaient des jeux sur les moteurs tantôt de Doom, tantôt de Quake, etc. Donc ça, c'est des moteurs qui ont été utilisés d'un point de vue commercial, et lorsque le moteur était un petit peu passé de mode parce qu'il était peut-être un peu dépassé techniquement et qu'il ne pouvait plus faire vraiment d'argent dessus, et ben, il prenait la décision de libérer le code source. C'est pourquoi aujourd'hui on a accès au code source de Doom, on a accès au code source de Doom 3 par exemple, on a accès au code source de Quake 1, de Quake 2, etc. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet aussi de pouvoir rentrer déjà dans la tête des développeurs de l'époque avec les contraintes qu'ils avaient, de voir comment ils avaient conçu les choses, mais aussi d'en apprendre énormément parce que c'est une mine d'informations inépuisable, de voir un petit peu comment les choses étaient conçues. Et puis, ça permet aussi d'un autre, avec une autre vision des choses, de préserver aussi le domaine du jeu vidéo, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Comment on préserve les jeux vidéo, comment on préserve le code source, puisque beaucoup d'entreprises soit perdent le code source, soit ne le réalisent jamais, et puis parfois c'est perdu, et c'est un petit peu dommage. Et puis Doom, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, est un moteur qui a été porté sur un nombre incalculable de matériel, c'est même un benchmark, même une marotte de faire tourner Doom dans à peu près tout et n'importe quoi. Moi-même, j'ai fait un live il y a un peu plus d'un an de ça, sur lequel j'ai fait le portage de Doom en WASUP, c'est-à-dire j'ai pris le code source original de Doom tel qu'il a été réalisé en GPL en fin des années 90, j'ai pris le code tel quel, j'ai corrigé deux, trois petites choses parce qu'il y a des petits problèmes d'alignement par-ci par-là, etc. Et puis j'en ai fait une version donc, qui tourne sur Linux, sur nos Unix globalement normaux, en faisant juste, en complétant avec de la SDL2 le code nécessaire pour pouvoir afficher quelque chose et écouter du son. Et j'en ai fait un portage en Wasm, donc qui fonctionne dans le navigateur. Et je vous partagerai, comme d'habitude, le lien que vous retrouvez dans la description. Et donc, Doom est un moteur de jeu qui a l'avantage, sa simplicité, si j'ose dire, mais aussi sa forte généricité, parce qu'il est très simple à porter sur quasiment n'importe quel hardware. Dès lors où vous avez un hardware qui est globalement 32 bits, vous avez un compilateur C sous la main, globalement, vous pouvez compiler Doom, et si vous avez suffisamment de ressources, vous pouvez le faire tourner dans à peu près tout et n'importe quoi. Ça tourne dans des microcontrôleurs, ça tourne dans des petites machines, ça tourne dans des très grosses machines. Il y en a qui ont fait des portages divers et variés avec de l'affichage ASCII, avec plein de choses. Enfin bref, ça a gardé quand même une empreinte assez intéressante. Et ça, on le doit à John Carmack, qui a toujours eu pour objectif de pouvoir partager un petit peu sa connaissance sur ce sujet, puisque de fait, Doom, que ce soit Quake, Doom ou les autres jeux, une fois qu'ils ont été, commercialisés et puis globalement ils font plus d'argent avec, autant finalement, et je trouve ça bien, autant reverser quelque part le code source, et pas les assets, pas les assets, mais le code source, de le libérer pour que les gens puissent en faire quelque chose, soit apprendre, soit en faire des portages. Et ça, il y a une communauté assez incroyable sur le sujet. Donc je ne peux que remercier John Carmack d'avoir fait ça. Donc l'aventure id Software, elle a pris fin en 2013, parce qu'il y a eu quand même pas mal de tensions internes entre John Carmack, le reste de l'équipe,
D'ailleurs, John Romero est parti à la fin des années 90, début des années 2000, fin des années 90 de id Software pour fonder son propre studio, puisqu'il y avait quand même des tensions entre eux sur comment gérer les studios, sur la vision vidéoludique qu'ils avaient, etc. Et donc, il y a eu un rachat de id Software par ZeniMax de mémoire, et puis John Carmack est parti, et il est parti travailler comme directeur technique, CTO, chez Oculus, notamment, sur lequel il est resté plusieurs années en poste. Et puis, beaucoup plus récemment, il a fondé une entreprise qui travaille sur de l'intelligence artificielle. Alors, il a beaucoup d'autres activités aussi, parce qu'il a une activité aussi dans le spatial. Il est très, très intéressé par les lanceurs dans le spatial, donc il a aussi une activité dans le spatial. Alors, si vous voyez des similitudes avec d'autres personnes de la tech, j'ai l'impression que c'est une constante. Voilà. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Que ce soit des personnes comme Musk ou comme Bezos, etc. C'est des gens, bizarrement, ils sont très très intéressés par le spatial. Enfin, je ne dis pas bizarrement parce que d'ailleurs, moi-même, j'y suis assez intéressé. J'ai l'impression que c'est une constante quand on travaille dans le code. On est très très intéressé par ces sujets-là. Enfin, bref. Donc, il a fondé Armadillo Aerospace, qui est une start-up qui travaille dans le spatial. Et donc, comme je disais beaucoup plus récemment, il a fondé une entreprise sur l'intelligence artificielle, où il veut travailler justement sur des intelligences artificielles généralistes. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, comme le dit Nida d'ailleurs dans le chat, hein, Romero, comme je disais, est parti fonder son studio, Ionstorm Studio. Et il a voulu sortir un jeu d'ailleurs qui était basé sur un des moteurs d'id Software, le jeu qui s'appelait Daikatana, qui a été un échec monumental parce que plusieurs fois réécrit, qui a été plusieurs fois, comment je dirais, reporté, et puis lorsqu'il est sorti, il était évidemment techniquement dépassé. Alors Joël dit pitié, c'est faux génie, Musk et Bezos, pas le même niveau quand même. Je dis pas que c'est des génies, hein, parce que ceux qui me connaissent, j'en parle assez souvent. Musk, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas particulièrement. Par contre, on peut pas lui retirer son aspect, la vision qu'il peut avoir. Après, la façon de l'instancier, je suis pas du tout en phase. Et Bezos, c'est pareil. Ce sont des gens qui sont pas technique au sens de John Carmack, puisque John Carmack reste un vrai développeur. C'est quelqu'un qui est passionné par le code. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui passe sa vie à coder et qui effectue très régulièrement des retraites de programmation, c'est-à-dire il s'isole, comme je le disais, et il va coder sur des choses qui l'intéressent. Et à l'époque où il était chez id Software, c'est comme ça qu'il a sorti le meilleur de la technique pour faire progresser le domaine du jeu vidéo. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Ça a été un des premiers développeurs dans le domaine de la 3D à utiliser les quaternions, notamment. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller rechercher, vous verrez. Donc, c'est une sorte d'équivalent du calcul matriciel, mais qui permet de représenter les rotations de façon beaucoup plus intuitive. Voilà, et donc d'avoir finalement une façon de, comment je dirais, de faire tourner son monde 3D de façon plus intuitive et mathématiquement plus efficace. Voilà, si je peux dire les choses un petit peu comme ça. Ah bah Titi Moby dit j'en fais encore des cauchemars de ma découverte des quaternions. C'est un vrai sujet. Alors quand je dis ça permet de se représenter les rotations notamment de façon plus intuitive, c'est très relatif, hein. Faut vraiment être à fond dedans pour comprendre un petit peu la substance des quaternions, et ensuite ça nous paraît évident. Au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et on va bientôt terminer parce que ça va bientôt être le tour du live de Titi Moby. Si ça vous intéresse, notamment toutes les parties sur les arbres BSP, le PVS, le Potentially Visible Set et toutes les choses, je ne peux que vous recommander ce livre, qui est un livre dont j'ai déjà parlé, hein, qui est un livre de référence, qui est très ancien maintenant, hein, puisque c'est un livre qui a été écrit par Michael Abrash. Il a aussi travaillé sur le moteur de Quake, donc qui est un développeur extrêmement connu dans le domaine de la programmation graphique, hein, qui a été embauché par id Software pour travailler sur le moteur de Quake et faire beaucoup d'optimisation. Et dedans, il explique dans ce livre comment ont été faites les structures de données, comment fonctionnent les arbres BSP, le Potentially Visible Set et différentes anecdotes justement de son travail chez id Software notamment. Et ça, c'est le Black Book de la programmation graphique que vous pouvez trouver assez facilement, je dirais, alors à vil prix, très souvent, mais assez facilement sur différentes plateformes que vous connaissez très bien pour acheter des livres. C'est des bouquins que vous pouvez trouver parfois à plus de 100 €, hein. Mais je garde cette pièce de musée avec moi parce que c'est un livre qui est extrêmement intéressant d'un point de vue algorithmique et historique, je trouve.
Voilà, donc si vous avez l'occasion un jour, de le lire, alors ça se lit pas, ça se lit pas de façon linéaire, hein, parce que c'est un assemblage finalement de plusieurs ouvrages, bah, lisez-le, il y a des choses extrêmement intéressantes sur la programmation graphique et sur ce qu'a pu apporter John Carmack, sur sa vision tech, par rapport au domaine, vidéoludique. Voilà pour, ce sujet. Alors je reste évidemment, très large parce que si je devais rentrer dans tous les détails de la vie de John Carmack, effectivement on pourrait y passer des heures et des heures et des heures. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie d'aller en apprendre un petit peu plus sur lui. C'est un personnage qui est vraiment intéressant, vraiment, vraiment, je trouve et puis avec une philosophie, du code, qui je trouve est vraiment intéressante. C'est vraiment les personnes que j'appelle les jusqu'au boutistes, c'est-à-dire qui vont se doter les moyens de leurs ambitions pour aller, très clairement, atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, comme je le disais, qui est capable de rester, tout un week-end, donc du vendredi soir, au lundi matin, à coder, H24 quasiment non-stop pour écrire, quasiment, son moteur de jeu. Alors JJ pose la question, c'est un dev C, C++? Alors à la base, c'était un développeur C, et il est passé, au C++, et encore, vraiment, très peu avec très peu de caractéristiques du C++ lorsqu'ils ont codé Doom 3. Parce que, ça permettait de, comment je dirais? D'aller un peu plus loin et les compilateurs ayant fait quand même beaucoup de progrès à l'époque. Voilà, mais à la base, c'est un développeur C. Mais encore une fois, sur la partie langage, je l'ai souvent dit d'ailleurs, la partie langage, je considère que le langage, c'est plutôt presque un point de détail d'implémentation, c'est-à-dire que vous fassiez du C, que vous fassiez du C++, que vous fassiez du Rust ou du Go ou ce genre de choses. Évidemment, chaque langage va avoir sa spécificité, chaque langage va être plus ou moins adapté à tel ou tel usage, mais évidemment, le langage reste pour moi presque un point de détail d'implémentation. C'est quelque chose qui permet d'exprimer quelque part ce que l'on a en tête sous forme de code, après que ce soit en C ou en C++. Ce n'est qu'une maîtrise, je dirais, du langage. Et certains langages vont nous permettre parfois d'aller beaucoup plus vite ou d'être plus efficaces, tandis que d'autres vont plus nous ralentir. Voilà, encore une fois, il faut faire des choix qui sont raisonnés et sensés, évidemment. Voilà, donc si ça répond à ta question, Gilles Gier. Et Nida dit, cite le coup de gueule de Carmack sur la qualité du code merdique. Oui, effectivement, il s'est fendu d'un tweet il n'y a pas longtemps, donc il y a 2 semaines, je crois, sur la plateforme X, sur le fait où il disait, bah voilà, si on faisait vraiment attention à l'optimisation du code, et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont pensé optimisation technique, mais dans le mindset de John Carmack, on pense aussi beaucoup à optimisation algorithmique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très fort et sur l'optimisation technique, c'est-à-dire faire du code plus efficace voilà, en utilisant des tricks du langage par exemple ou de la plateforme, mais aussi d'un point de vue algorithmique, comme je le disais tout à l'heure, c'est un spécialiste des structures de données. Et donc, il a poussé un coup de gueule justement en se disant, voilà, si tous les gens en 2025 faisaient attention à l'efficacité de leur code, à l'optimisation de leur code, bah, peut-être qu'on aurait besoin quelque part de moins d'énergie, ou en tout cas on pourrait faire des choses différemment. Bah, c'est un sujet éminemment intéressant que je ne vais pas traiter tout de suite puisqu'on va devoir laisser la main à notre ami Titi Moby qui nous a prévu, je pense, encore une fois, un live avec un sujet intéressant. Voilà pour ce sujet du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires dans la description, sous la description de la vidéo. Envoyez-moi même des mails, des DM et tout ça. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir du feedback sur ces sujets. C'est comme les conférences. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir du feedback constructif, ou que vous donniez des idées pour qu'on puisse traiter de sujets que vous avez envie de voir. Encore une fois, c'est mon émission, mais c'est aussi la vôtre. Donc, n'hésitez pas à me donner vos petits retours. Et donc, je vais préparer le raid des familles pour l'ami Thierry. Hop. Thierry, j'espère que tu es prêt. Fais chauffer ton stream. Voilà, le raid est préparé. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Moi, je vais vous dire donc à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je ne sais pas encore quoi, mais je me donne la semaine pour le trouver. Mais j'ai bien une petite idée. Peut-être une petite idée qui va peut-être être un petit peu chaude. On ne sait pas trop. Voilà. En tout cas, on part chez l'ami Thierry. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.